Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour danser en paix avec notre corps et avec notre esprit, un événement qui se déroulera donc le 21 septembre en direct sur cette chaîne, le 21 septembre 2023 à 20 heures. Et tout au long du mois de septembre, eh bien, je vous propose de découvrir nos intervenantes et nos intervenants qui seront en direct ce soir-là. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Pascal Mollo. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, tu es docteur en médecine depuis 1984, si je ne me trompe pas. Tu as Exact. exercé comme médecin hospitalier pendant 15 ans et en 1994, tu as fait une rencontre capitale en te rendant tout à fait par hasard avec des amis à une conférence d'un certain Marshall Rosenberg. Alors moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé au cours de cette conférence et dans les jours qui ont suivi. Ah, eh bien, c'est oui, une plongée dans le passé à laquelle tu m'invites, Thomas. Donc, en 1994, oui, comme tu dis, ça faisait facilement 10 ans d'exercice de la médecine déjà. J'étais en recherche, toujours en questionnement sur la relation médecin-malade. Non pas que ça se passe mal, mais que j'avais toujours ce souci d'une compréhension plus profonde, de relations plus ajustées avec les patients, mais aussi, en fait, avec les collègues à l'hôpital. Et il s'est passé, en tout cas ce soir-là, comme c'est le cas pour la plupart des personnes quand elles rencontrent la communication non violente, une espèce de waouh, comme une clarté très grande sur ce qui se joue en fait dans les relations et qui explique les incompréhensions, les tensions et les conflits. Et tout particulièrement, euh, une clé enfin, qui m'accompagne tous les jours, c'est ces quatre manières de réagir à un message. Ce soir-là, je me suis rendu compte que face à quelque chose que je trouvais agressif ou scandaleux, eh bien, j'étais pas obligée de réagir ou par la colère ou par la culpabilité ou de me sentir agressée. Il y avait vraiment comme une ouverture, comme une porte qui s'ouvre ou une fenêtre qui s'ouvre. D'ailleurs, le titre de l'ouvrage de Marshall Rosenberg, qui a été publié plus tard, hein, c'est Mhm. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Mais c'était comme une ouverture véritablement de conscience à il y a une autre manière de comprendre ce que l'autre dit, ce que l'autre vit. Et il y a une possibilité de se rejoindre. Alors, tu es toujours en quête de compréhension plus profonde de l'humain, de l'origine des conflits et de la souffrance. Tu as accompagné Marshall Rosenberg sur des théâtres de conflits, notamment dans les territoires palestiniens. Qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences-là précisément? Ce que j'ai tiré, c'est une confirmation de l'universalité des besoins. On est différents, en tout cas en apparence, mais même dans des pires circonstances, j'ai pu voir dans des camps de réfugiés au Sierra Leone, par exemple, des femmes qui étaient en manque de tout, en tout cas de mon point de vue, qui n'avaient pas des conditions élémentaires et basiques de sécurité. Et ces personnes-là me parlaient tout autant de leur manque affectif et de leurs besoins, par exemple dans la relation avec leur conjoint, que des femmes occidentales que je peux accompagner dans des séminaires. Dans d'autres pays, en tout cas africains, ou bien oui, territoire palestinien ou israélien, j'ai pu voir ces mêmes besoins de respect, ces mêmes besoins de reconnaissance, ces besoins de respect d'un territoire, ces besoins de, oui, de respect, de reconnaissance d'une liberté d'agir, d'une liberté de choix. J'ai été frappée de voir que véritablement un des fondements de la communication non violente qui est que quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quelle que soit la manière dont nous réagissons, nous essayons de faire connaître et de prendre soin de nos besoins. Eh bien, j'ai pu expérimenter que oui, c'est une vérité, en tout cas c'est basique, et ça permet de se comprendre, ça permet de se rejoindre. Alors, Marshall Rosenberg, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, donc effectivement, c'est le père de la CNV, de la communication non violente. C'est aussi l'auteur de ce livre remarquable, Les murs, pardon, Ah, les mots. les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Vous pouvez aussi le découvrir dans de nombreuses vidéos. C'est toujours très intéressant, c'est très profond. En même temps, il a beaucoup d'humour et donc ça aide aussi à faire passer les messages. Toi, Pascal, qui l'a connu, qu'est-ce que tu retiens du personnage? Je retiens du personnage je dirais une sensibilité, je dirais, à l'humain, à la souffrance en tout cas de l'humain. Je l'ai pu voir vraiment pleurer, par exemple, au moment de l'assassinat de Yitzhak Rabin, mais
pleurer de toutes les souffrances et de toutes les violences qui sont infligées, que nous nous infligeons les uns aux autres, mais je l'ai vu vraiment pris aux tripes, en tout cas par cette souffrance. Et je trouve que c'est cette qualité, enfin oui, c'est cette qualité qui est innée, en fait, de percevoir la souffrance de l'autre, qui lui donne en même temps cette énorme compassion et cette énergie à travailler sans relâche, à cette compréhension, en tout cas de l'humain, et à ce que les besoins de chacun soient pris en compte. Une de ces phrases qui m'a le plus marqué et qu'il ne cessait de marteler, c'est que tant que les besoins d'une personne sur la planète ne seront pas pris en compte, alors nous ne serons jamais en paix Wow. et en sécurité. Donc, je crois que c'était le fait qu'il était vraiment, oui, pris aux tripes, en tout cas par cette souffrance, ce qui fait qu'il œuvrait sans relâche, quoi. Tu t'es aussi rendu compte, enfin, tu t'en étais peut-être d'ailleurs rendu compte avant, qu'il y a un Mm. secteur où il y a beaucoup à faire en matière d'apprentissage et de diffusion de la communication non violente, c'est celui de la santé. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui t'a fait prendre conscience de ce besoin dans ta pratique peut-être de médecin, à la fois pour les soignants et pour les patients? Écoute, je dirais qu'il y en a eu deux. Le premier, c'est quand j'étais jeune étudiante en médecine. En fait, comme tous les étudiants, enfin, ou une bonne partie, on fait des petits boulots, tu vois, d'agent de service hospitalier, d'aide-soignante. Donc, pendant que je lavais par terre le poste de soins ou que je pliais des couches, par exemple, j'entendais, j'avais 18 ans, j'entendais tout ce qui se disait dans le poste de soins sur les uns, sur les autres, sur les médecins. Et j'avoue que j'en étais vraiment glacée. Mhm. Et aussi, jeune externe, quand je voyais que des conflits entre un chef de service et un agrégé qui était carrément exclu, hein, qui était cantonné à son bureau et exclu, j'avoue que j'en avais froid dans le dos et j'étais sidérée. Donc ça, je me suis dit, dans un milieu qui se consacre à la souffrance de l'humain, qu'on puisse comme ça être à couteau tiré et se détester, ça m'a... Je ne savais pas mettre de mots, je n'étais pas tellement capable de mettre des mots à l'époque, mais en tout cas, ça m'a sidérée. Et ensuite, je crois que quand j'étais étudiante, quand j'étais jeune interne, un patient avec qui que je voyais régulièrement en hôpital de jour, pour qui j'essayais de tout faire et d'être impeccable parce que j'avais l'impression que la confiance n'y était pas, qu'il aurait sans doute préféré être suivi par le grand patron plutôt que par une jeune femme. Donc j'essayais d'être vraiment impeccable, mais je sentais bien que le courant passait pas bien entre lui et moi. Et un jour, il a déposé plainte contre moi. J'étais à ce moment-là, en fait, jeune chef de clinique, hein, plutôt. Et j'étais très en colère, enfin très sidérée, en ayant l'impression d'avoir fait le maximum. Et il a déposé plainte pour manque d'information, alors que je lui communiquais tous les éléments possibles. Et là, je ne connaissais pas la colère, hein. Je ne m'étais jamais vue en colère, ma secrétaire ne m'avait jamais vue en colère non plus, mais je lui ai dit comment vous avez pu faire une chose pareille. Je vous voyais chaque semaine, je vous donnais tous les comptes rendus. Il me dit oui, mais vous ne m'avez pas donné les clichés. Et je lui ai dit, mais vous ne pouviez pas me les demander, non? Et j'ai claqué la Mhm. porte, je me demande encore comment elle n'est pas sortie de ses gonds. Et j'étais hors de moi et j'étais profondément triste. Et d'autant plus triste que ce patient, après ça, il est décédé ensuite, non pas de sa maladie du sang, mais d'un infarctus parce qu'il avait des relations conflictuelles en fait avec tout le monde. Mhm. Et là, Mhm. ça a été vraiment un événement marquant en me disant, mais au fond, je sentais bien que le courant passait pas entre lui et moi. Et quand j'ai eu, quelques années après, la grille de lecture de la communication non violente, je me suis dit, mais évidemment, si j'avais été capable d'être simple et sincère, d'être vulnérable, de lui dire, écoutez, j'ai l'impression que le courant passe pas très bien entre vous et moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui vous rend pas confiance, qui vous inspire pas confiance ou qui vous dérange? Une phrase aussi simple que ça, eh ben, je pense que ça aurait désamorcé le conflit, que ça l'aurait soulagé et que probablement ça lui aurait permis lui aussi de libérer beaucoup de son insécurité et de sa colère. Et donc ça a été un élément mais déterminant. Et ça paraît simple, hein, mais c'est Mhm. réellement la communication non violente qui m'a permis de comprendre que à l'époque je prenais contre moi euh, ce que j'interprétais comme de la méfiance de sa part, vous voyez. Et Mhm. le fait de le prendre contre moi, du coup, j'essayais d'être impeccable, de me défendre du Mhm. mieux que je pouvais, au lieu de simplement partager ma vulnérabilité et dire tout simplement, écoutez,
voilà, je suis mal à l'aise et j'ai l'impression que vous aussi, donc qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est vraiment un exemple qui traduit très concrètement ce qu'est la CNV. C'est hyper intéressant. Alors, par ailleurs, tu as créé avec des experts en communication non violente, avec des soignants, une association hein, qui s'appelle CAP CNV Santé. Est-ce que Oui. tu pourrais nous parler de cette association et de ce qu'elle fait très concrètement, justement? Oui, oui, vraiment avec plaisir, parce qu'en fait, elle est née en fait de la passion de plusieurs professionnels de santé comme moi qui se sont formés avec à la communication non violente, qui ont vu l'impact, hein, que ce soit kinésithérapeute, infirmière, médecin pneumopédiatre, médecin urgentiste, médecin en soins palliatifs, enfin, dans toute spécialité, un chef de service de réa. Voilà, tous, dès qu'ils découvrent la communication non violente, ils voient les fruits immédiatement dans les relations en consultation, dans les relations en tout cas en équipe, et ont eu envie de la partager et de se soutenir pour en fait partager, et aussi de se soutenir à travers de l'écoute. Donc c'est Oui. vraiment un lieu de ressourcement, en tout cas pour les professionnels de santé, d'écoute mutuelle. On a créé des cercles d'empathie et de partage qui s'appelle maintenant Léger, lieu pour s'exercer à la gratitude et à l'empathie. On a créé des groupes de pratiques en ligne. Euh, les professionnels qui sont formés vont intervenir dans des ateliers, dans des congrès. Et, voilà, et on est en train de créer une sorte de qualification d'intervenants en communication non violente dans le domaine de la santé pour vraiment venir en aide parce que les soignants aujourd'hui sont très isolés, très malmenés Mm, et qui a vraiment cette clé de prendre soin. mm. On voit aussi, on intervient aussi en médiation dans les établissements. On va créer plus particulièrement un parcours parce que avec tous les sujets d'accompagnement, de fin de vie, parfois même de décision d'arrêt de traitement, c'est très lourd pour des professionnels de santé. Donc on a besoin de s'écouter, on a besoin de s'entraider et le fait de connaître le domaine d'intervention des uns et des autres, ça facilite la compréhension. Alors, tu animes régulièrement des formations pour les soignants en communication non violente. Qu'est-ce qui ressort le plus de ces stages et de ces échanges? Déjà, la joie de se sentir entendu. Voilà, l'énorme soulagement. Vous savez, pour des professionnels, Thomas, qui écoutent en permanence, c'est très rare. Moi, j'ai été coachée dans les premières formations que j'ai suivies, tout d'un coup de me rendre compte que je ne m'étais jamais écoutée. Alors, c'est vrai que comme professionnel de santé, on dit qu'il ne faut pas s'écouter. Et là, on apprend à s'écouter, non pas pour se complaire dans des difficultés, mais pour être capable de se relier à ce qui est essentiel pour nous dans notre vie, dans notre métier, dans nos relations. Donc, pour les professionnels, déjà, de se rendre compte qu'ils ont des besoins, que les besoins, enfin, je dis pour des professionnels, mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est pareil, hein, pour des Mhm. parents, pour des Mhm. enseignants, évidemment, pour les gens dans le secteur de la justice, pour des avocats, pour des médiateurs, pour des travailleurs sociaux, enfin, vraiment pour tout le monde, se rendre compte qu'on a des besoins et qu'on peut les prendre en compte, qui sont légitimes, et ne pas culpabiliser. Il y a un jeune que je connais en fait personnellement qui est maintenant père de famille, qui est médecin généraliste en Angleterre, où pourtant on manque cruellement de professionnels, mais il a choisi de se mettre à mi-temps. Et il se rend compte que c'est juste vital parce qu'il a des Mhm. enfants dont une a un peu des difficultés et que sinon, comme ses collègues, il serait en burn-out. Mhm. Donc, vraiment, pour tous les professionnels qui suivent ces formations, se rendre compte qu'on a des besoins, que c'est possible vraiment de les écouter pour, je dirais, se préserver et avoir des relations en fait ajustées, pouvoir dire non sans culpabilité, pouvoir poser des limites. C'est ça qui sort en premier. La deuxième clé, c'est cette clé de lecture que j'ai donnée sur les 4 manières de réagir à un message. Donc, face à toute l'agressivité qu'on reçoit de la part des patients, que ce soit aux urgences ou ailleurs, ne pas prendre contre soi et être capable d'avoir des réponses qui sont ajustées. Comprendre que derrière l'agression des familles ou des patients, quand ils n'ont pas de rendez-vous, quand les délais sont trop longs, en fait, il y a de la peur, il y a de l'inquiétude, et qu'en peu de mots, en fait, on peut répondre et recréer un lien de confiance au lieu de s'épuiser. Il y a un secteur de la santé que moi
à titre personnel, je trouve particulièrement inquiétant en matière de violence, c'est celui des EHPAD. La Mm. violence envers les personnes âgées, elle n'est pas simplement physique, mais elle est souvent morale. Et j'ai envie de dire, Mm. c'est pas forcément de la faute des soignants, parce que c'est souvent en raison d'absence de personnel et des Mm. moyens. Est-ce que la communication non violente peut jouer un rôle dans ce secteur et comment? Eh bien, on intervient beaucoup, hein, on est très demandé dans des Ouais. EHPAD. J'ai accompagné du personnel dans des établissements pendant longtemps. C'est déjà à nouveau en prenant soin du personnel. Le personnel travaille, c'est connu, hein, on en parle beaucoup dans les médias, travaille dans des conditions qui sont éprouvantes, beaucoup trop peu nombreux. Quand on vous demande de faire des toilettes en 10 minutes, on ne peut pas le faire sans maltraitance. Hmm. Donc, il y a vraiment, parce que ce grand besoin de prendre soin de nouveau des professionnels, en tout cas en EHPAD, mais déjà en nombre et en effectif, véritablement. Ensuite, en reconnaissance du temps qui est nécessaire. On ne fait pas une toilette d'une personne âgée vulnérable en 10 minutes. Il faut Hmm. au minimum, en tout cas, une demi-heure. Et c'est aussi en valorisant davantage tous ces métiers. Et en les valorisant, ça passe aussi bien sûr par la reconnaissance financière. Ce sont des métiers qui sont éprouvants. Parce que moi, je suis régulièrement émerveillée de la passion, de la gentillesse et de l'amour qu'en fait ont souvent ces professionnels pour les Hmm. personnes âgées. Hmm. Et pour ça, il y a besoin de renouvellement, il y a besoin de ressourcement, il y a besoin de varier en tout cas les tâches. Les Hmm. EHPAD, je trouve où ça fonctionne bien, c'est où les professionnels ont en même temps des rôles d'animation et du coup peuvent déployer leur talent Hmm. artistique aussi à côté du rôle probablement de soins qui peut être ingrat. Hmm. Et oui, c'est aussi toute la manière dont on considère les personnes âgées dans notre société. Je vois que Hmm. maintenant, on a tendance à remettre des EHPAD au cœur des villes, avec des crèches, avec des établissements scolaires, avec des parcs pour que les gens puissent se promener. Je crois que ça en dit long sur la manière dont on respecte nos aînés. Hmm. Tout à fait. Oui. Alors, très souvent, lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, comme par exemple le cancer, Mm. on a tendance à vous dire qu'il faut combattre cette maladie. Mm. Or, il me paraît un petit peu étrange de nous inciter à combattre quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai préféré, dans mon cas, dire danser en fait avec Mm. mon cancer. Est-ce que plutôt que d'employer une terminologie guerrière, un langage guerrier, on ne pourrait pas imaginer des techniques de communication non violente entre le patient et sa maladie qui lui permettrait finalement à terme de pouvoir danser en paix avec son corps et avec son esprit? Ouais, tout à fait, Thomas. En tout cas, dans le mail que vous m'avez adressé, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Nous faisons, avec la communication non violente, ce qu'on appelle des médiations avec les différentes parts de soi. Donc, régulièrement, pour des personnes malades, nous les accompagnons dans le fait d'entrer en relation avec un cancer, avec une partie du corps, en tout cas, qui est invalide, que ce soit une paralysie, que ce soit un déficit. Et c'est assez étonnant, effectivement, tout ce que cette partie, en tout cas malade, peut nous révéler, tous les besoins qu'elle essaye, en tout cas, de faire connaître. Mais bien sûr que de voir la maladie comme une messagère de quelque chose que nous n'avons pas peut-être su entendre, c'est important. Alors, je mettrai un bémol, c'est que parfois, attention aux interprétations psychologisantes qui sont culpabilisantes. Si tu as un cancer, c'est que tu n'as pas assez écouté ceci ou cela, ou c'est à cause de. Moi, je mets beaucoup d'humilité. Il y a un grand mystère, en tout cas, dans la maladie, mais en tout cas, une fois qu'elle est là, surtout pas coller d'interprétation, parce que j'ai vu notamment pour le cancer du sein, mais c'est horrible ce que j'ai pu entendre, voilà, de personnes qui se culpabilisaient et qui s'en voulaient de ne pas s'être assez écoutées. Non, c'est plutôt dire merci à cette partie de mon corps qui vient aujourd'hui me rappeler d'écouter mon rythme ou de douceur, ou je ne sais pas comment vous, Thomas, vous avez fait, mais en tout cas, j'aime beaucoup entrer en relation avec cette partie malade plutôt que de la combattre, quoi. En tenir compte, on pourrait dire en faire grand cas, voilà, mais lâcher cette toute-puissance voilà, de vouloir trouver absolument une causalité pour par contre se réconcilier profondément avec toutes peut-être les parties de nous. Peut-être une réconciliation profonde, une attention. Oui.
Alors, dans ton approche, le corps joue aussi un rôle très important. Est-ce que Mm, tu pourrais, d'ailleurs, j'ai vu par ailleurs que tu te formais ou que tu t'étais formé à une méthode, la méthode Feldenkrais. Est-ce que mm. tu pourrais nous parler à la fois de cette importance du corps et puis de cette méthode? Alors, l'importance du corps, en fait, c'est par le ressenti. En fait, nous avons un corps et nous sommes équipés de tout un système nerveux, de tout un système qui va nous permettre instant par instant, vous savez bien, si on a froid, on est guidé vers de la chaleur, si on a faim, on va être guidé vers, en tout cas, manger, on a mal quelque part, en tout cas, ou de la tension, envie de se mettre en mouvement, de la fatigue, un besoin de repos. Donc, c'est cette approche corporelle de la communication non violente, Marshall Rosenberg, enfin, l'explicitait pas autant que nous on le fait aujourd'hui, parce que pour lui elle était implicite, mais c'est que dans notre ressenti, dans le sentiment, Mens le mental va mettre un mot sur le senti. Donc mes collègues et moi-même, de plus en plus, on est très attentifs dans ce qu'on appelle l'auto-empathie, à montrer aux personnes que nous sommes déjà équipés pour savoir ce dont nous avons besoin. Si le mental n'interfère pas avec il faut pas, je dois pas. Donc vraiment, la première chose dans nos approches, c'est d'aider les personnes à tourner leur regard vers l'intérieur, vers l'écoute de ce que le corps dit. En fait, spontanément, nous savons ce qui est bon pour nous ou pas. Ensuite, le problème, c'est que le mental, la raison, le conditionnement va nous couper de notre ressenti. Marshall Rosenberg, il parle de, quand il utilise la marionnette chacal, il parle de life alienated communication, une communication qui est aliénée ou coupée de la vie, c'est-à-dire coupée de notre ressenti. Donc, première partie, en tout cas, c'est vraiment ça. C'est écouter ce que le corps. Alors, parfois, les gens disent, mais je sens rien. Donc, moi, c'était comme ça au début. Donc, ça va demander du temps de prêter attention, en fait, à ces sensations fines. Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Est-ce que je me sens abattu, courbé? Et tout d'un coup, quand je contacte mes besoins, ça respire. Voilà, si je me sens oppressée, si je me sens coincée, ben c'est que j'ai besoin de liberté. Voilà, j'ai besoin d'air, j'ai besoin d'espace. Donc, en permettant aux personnes même d'exagérer le mouvement de ce qu'elles ressentent, on sent bien de quoi, en tout cas, on a besoin. Si j'en ai marre d'avoir l'impression d'être inférieure, que mon chef m'écrase, que j'ai pas ma place, que je suis pas à la hauteur, mais je vois que je me recourbe et j'ai besoin de retrouver ma hauteur. J'ai besoin de vivre des relations d'égal à égal. Vous voyez, j'ai pas la main sur l'autre, mais moi, je sais que j'ai besoin de retrouver ma dignité, j'ai besoin voilà, de vivre des relations d'égal à égal, j'ai besoin de retrouver ma liberté. C'est pas que l'autre me laisse libre, c'est moi dans cette relation de retrouver ma liberté. Donc, ça va être tout un chemin de réapprivoisement. Et sur la méthode Feldenkrais, Feldenkrais, ouais. alors, c'est dans un stage avec Marshall Rosenberg, voilà, une praticienne. Elle nous a fait faire des mouvements tout simples avec la tête debout et de sentir l'impact sur nos pieds. Et j'ai été estomaquée de sentir que quand je faisais un petit mouvement du bout du nez, eh bien, en fait, ça se transmettait à travers ma colonne jusqu'à l'appui sur mes pieds. Puis pareil, quand je tournais la tête à droite ou à gauche, tout d'un coup, j'ai découvert que j'avais un corps entre ma tête et mes pieds. Ça, ça a l'air, voilà, peut-être étrange à dire, mais je vois bien que dans mon fonctionnement, notamment en urgence, j'étais un peu une tête à pattes, je pensais et j'agissais, mais j'étais très peu consciente, en fait, de la manière dont je faisais les mouvements. Et Moshe Feldenkrais, il dit, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et la méthode Feldenkrais, elle va nous permettre de retrouver d'autres chemins pour faire les mêmes mouvements avec plus de facilité, plus de grâce aussi, plus d'élégance. Et donc, au lieu de faire toujours les choses de la même manière, de trouver en fait d'autres chemins. Et c'est en fait exactement la même chose que la communication non violente qui va être d'emprunter d'autres chemins pour vivre des relations plus harmonieuses, plus satisfaisantes. Donc en fait, voilà, je trouve que les autres approches et des collègues de l'hôpital à l'époque que j'ai entraîné à ma suite suivre des cours, ils m'ont dit, mais Pascal, c'est la même chose que ce que tu nous montres dans tes ateliers, c'est de l'empathie par le corps. J'ai envie de te poser une toute dernière question. Mm. Quel serait ton souhait intime par rapport à cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures Mm. Mm. pour toi-même eh bien, danser en paix avec ton corps et avec ton esprit? Donc quel serait, tu Ton demandes, souhait le mon... plus intime par rapport à cette soirée? Ah, ben, je dirais, c'est
de goûter, je dirais, la fluidité que je goûte là avec toi en ce moment, et d'arriver à faire à transmettre à travers l'écran, eh bien, quelques expériences peut-être juste de relation, en tout cas avec le corps, qui permettent pendant cette soirée aux personnes de goûter, eh bien, voilà, cette danse, cette fluidité, cette joie dès lors qu'on écoute ce qui est bon pour nous et qu'on retrouve cette liberté du corps et de l'esprit. Eh bien, un très grand merci, Pascal. Non. Je voudrais en même temps rappeler que tu as écrit un livre, hein, sur la communication non violente que peuvent se procurer ceux qui nous suivent et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette interview. Je vous donne Ouais. rendez-vous pour d'autres interviews tout au long du mois de septembre et Mm. surtout pour cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures. Et d'ici là, eh bien, que je vous invite à danser en paix avec votre corps et avec votre esprit.